Botelizai, Ayakonde, Ayakonda, Botelizai. Donc, nous sommes de retour pour, c'est moi avec mon fils, mon prince là, nous sommes en train de vous présenter les grandes, ou du moins la période des grandes invasions de l'empire esclavagiste colonial espagnol. Après avoir vu avec vous le prélude, nous allons voir maintenant l'exploitation de l'Amérique par les Espagnols, l'ère des conquistadors. Ok, donc on dit la conquête de l'Amérique par les barbares espagnols qui vont se nommer conquistadors, ça a été fait de manière rapide. En 1511, les grandes Antilles, Cuba, Haïti, qu'ils vont dénommer Hispaniola, et Porto Rico sont conquises. Cette légende, notamment celle de l'Eldorado, ça veut dire la terre paradisiaque, pousse des aventuriers, souvent issus de la petite noblesse castillante, à savoir Castille, pauvre, ok, d'Extrémadure, pauvre d'Extrémadure. On va voir, je vais vous définir ce thème parce que c'est un thème qui a son importance, toute son importance dans notre exposé du jour. Quand on parle de Extrémadure, c'est pour dire que c'est l'une des 17 communautés autochtones d'Espagne, okay, située dans le sud-ouest du pays. Elle partage ses frontières avec le Portugal, la Castille et Léon, la Castille, la Manche et l'Andalousie. Voilà pourquoi on dit que certaines légendes, notamment celle de l'Eldorado, poussent des aventuriers, souvent issus de la petite noblesse castillante, pauvres. Ça veut dire c'était des pauvres de cette communauté qu'on appelle Extrémadure ou Extremadure parce que c'est espagnol. Donc, c'était des gens pauvres. Quand on vous dit que peut-être vous pensez que c'est du charabia, quand on vous dit que ce sont des pauvres qui nous ont envahis, parce qu'on était un peuple, que ce soit en Afrique ou en Amérique, nous vivons dans l'opulence, dans le bonheur, dans le bien-être. Mais c'est pauvre. Et même les Arabes, ils vont envahir l'Afrique, c'est à partir de la visite de Kanka Moussa à la Mecque. Ok? À sa traversée de l'Égypte, il a distribué de l'or aux dignitaires de l'Égypte. Et ça a fait chuter le prix de l'or de l'Égypte pendant plus de 10 ans. Et voilà pourquoi c'est à partir de là qu'ils vont voir que nous avons l'or chez nous. Ils vont nous envahir. Et voilà pourquoi ces pauvres de l'Europe, que je vous ai dit qu'est le territoire le plus pauvre du monde, et le peuple le plus barbare, et comme notre cher imminent Théophile Obenga l'a si bien dit, que l'Europe c'est le peuple le plus criminel dans le monde. Ok? C'est le répertoire à la bastion de la piraterie, de la barbarie, de la criminalité, des gens hors la loi, sans foi ni loi. Tout ceci c'est en Europe. C'est pas nous qui le disons. Les faits en parlent, mes chers bien-aimés. Toutes les grandes guerres dont on parle dans l'histoire se trouvent dans quelle région? C'est à partir de là. Même les guerres qu'on recense au niveau de l'Asie ou quoi, c'est amené par ces gens.
Parce que ces gens habitaient le territoire qu'on appelle Asie. Si on prend par exemple l'Empire Khazari, il devient Kazakhstan de nos jours. C'était des gens chassés par les Chinois et les Russes. Et c'est là qu'ils vont se recoquiller dans ce petit espace où ils vont faire ce bidonville asiatique qui n'est autre que l'Europe. Et c'est là que le thème bidonville va être né. Allez voir, vous allez voir, c'est des territoires empilés l'un sur l'autre. La bidonvillisation est européenne. Et voilà pourquoi, regardez les villes européennes, c'est toutes des bidonvilles. Pas d'espace. Alors que, si on prend par exemple le Canada, même un tiers du Canada n'est pas habité. Alors que si on prend Montréal, il n'y a pas de plus grande bidonville au Canada que Montréal. Alors que c'est le deuxième pays le plus grand au monde. Imaginez-vous, c'est inconcevable, incroyable. Deuxième ou troisième pays, je ne m'appelle pas. Pour qu'on vit dans un tel bidonville à Montréal. Voilà pourquoi vous voyez dans les bâtiments sont tellement concentrés, sont tellement approximisés que ils s'infectent l'un l'autre. On trouve toutes sortes de vermines. Pourquoi? Parce que finalement là, c'est incroyable. Donc, c'est des gens pauvres, de la petite noblesse de Castille, de la communauté d'Estrémadure, qui sont allés nous envahir. À se risquer dans de périlleux et lointains et fréquemment mortelles expéditions. Et lorsque la France va arriver, on va voir que c'est la même chose. Parce que les Français, qui étaient le peuple le plus pauvre de l'Europe, vont remarquer que l'Espagne et le Portugal vont sortir de la misère, de la galère. Et par le biais de quoi? De l'esclavage, de la colonisation, ils vont se lancer aussi. Tout comme le Portugal, l'Espagne l'ont fait en vidant leurs prisons, ok, pour envoyer leurs pires criminels faire la razzia en Europe. Voilà pourquoi la France va arriver et va atteindre l'apogée dans le contexte de la piraterie. C'est à partir de la piraterie, en utilisant des hors-la-loi, des hommes sans foi ni loi, pour faire la piraterie, pour faire le razzia. Voilà les peuples de nos jours qui vous disent ils sont des peuples civilisés, ils sont des peuples modernisés, ils sont des peuples ci, ça. Vous devez être conscient de tout ça. Ce que ces gens vous présentent, c'est tout le contraire qui est la vérité. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, c'est avec quelques centaines d'hommes qu'Hernán Cortés conquiert le Mexique des Aztèques entre 1519 et 1521 et que Francisco Pizarro envahit le Pérou des Incas, fils du soleil, entre 1532 et 1534. À partir du Mexique, les Espagnols colonisent les Philippines de l'année 1560, où ils se heurtent aux limites orientales de l'empire colonial portugais. Voyez-vous? En 1503, les autorités castillantes créent à Séville la Casa de Contratación. La Casa de Contratación, c'est un organisme chargé de réglementer le trafic entre l'Espagne et les nouvelles colonies. En 1503, les autorités castillannes de Castille, la reine Isabelle, roi Ferdinand, vont créer à Séville la Casa de Contratación.
un organisme chargé de réglementer le trafic entre l'Espagne et les nouvelles colonies. Il est chargé de prélever une taxe correspondante au 5e du commerce entre les Indes occidentales, quinto real, la monnaie, et de collecter les informations sur les découvertes des explorations ou des invasions. En 1524, le Conseil des Indes, Consejo de Indias, est doté du pouvoir suprême de justice et d'administration, relayé sur place par 11 audiencias, qui sont des tribunaux. La première ayant été établie à Saint-Domingue, Santo Domingo, Haïti, en 1511. C'est quoi? On dit des tribunaux de justice et d'administration suprême. Donc, nous savons que c'est en 1497 que encore ce pape Baba espagnol de la famille la plus détestée d'Europe, Alexandre Borgia, que le Vatican va repartir l'Amérique entre le Portugal et l'Espagne. Ok? Donc, de fait, on dit, vu l'étendue du territoire de l'Amérique, il devient clair de la première partie du XVIe siècle qu'il faut subdiviser les nouveaux territoires conquis afin de pouvoir les administrer. Il s'agit également d'un moyen pour la couronne de limiter le pouvoir des conquistadors. La couronne d'Espagne décide de créer des vice-royautés avec à leur tête un vice-roi. La première est la vice-royauté de Nouvelle-Espagne, 1535. Et nous allons avoir avec vous, dans cette période de 1500, ce qu'on appelle la controverse de Valladolid. Ça, c'est très important de voir ça avec vous. Ok? Puis, viennent celles du Pérou. Ça veut dire la vice-royauté du Pérou en 1544. Et par la suite, celle de Nouvelle-Grenade en 1717. Et finalement, celle du Rio de la Plata en 1776. Donc, c'était une façon de bien pouvoir gérer ce territoire vaste et immense qui n'est autre que les Amériques. Les colons espagnols s'enrichissent avec le système de l'encomienda. L'encomienda, c'est des droits de seigneurie sur les communautés indiennes. Ok? Donc, on dit que c'est avec ce système-là que les Espagnols vont s'enrichir pour pouvoir devenir ce que vous avez aujourd'hui, l'Espagne. L'encomienda est un système appliqué par les Espagnols dans tout l'empire colonial espagnol lors de la conquête de l'Amérique ou des Amériques à des fins économiques et d'évangélisation. C'est ça qu'il convient de préciser. L'encomienda est un système appliqué par les Espagnols dans tout l'empire colonial espagnol lors de la conquête des Amériques à des fins économique et d'évangélisation. Donc, dès que vous voyez l'évangélisation, il faut voir l'exploitation. Dès que vous voyez l'évangile, il faut voir l'exploitation. D'ailleurs, ils vont formater leur Bible de manière à légitimer la colonisation, à légitimer l'esclavage des Noirs. C'est écrit dans leur Bible. Ok? Allez voir dans Lévitique 25, allez voir dans d'autres passages, vous allez voir. C'est ça. Donc, on dit que les grandes propriétés agricoles, qu'on appelle latifundia, se développent surtout à partir du XVIIe siècle. Parallèlement, la métropole espagnole exploite intensivement
les riches gisements d'or en Haïti, en Colombie, et les gisements d'argent Zacatecas au Mexique, ok, Potosí en Bolivie. Zacatecas c'est un territoire au Mexique et Potosí c'est un territoire en Colombie, là où il exploite l'or, où il exploite l'argent. Mais l'or c'était en Colombie et principalement en Haïti. Donc en 1783, pour maintenir l'exploitation des colonies américaines tout en prévenant de possibles mouvements indépendantistes, le comte d'Aranga, et il faut préciser que c'est avec le gouverneur Ovando en 1503, que c'est lui qui va génocider, égorger, pendre notre reine, la reine des reines, la reine des fleurs, la fleur des reines qui n'est autre que Anacaona, qui était la patronne d'Haïti. Donc, on dit que pour maintenir en 1783 l'exploitation des colonies américaines, tout en prévenant de possibles mouvements indépendantistes, le comte d'Aranda, premier ministre du roi d'Espagne, Charles III, proposa un plan de transformation politique de l'Amérique espagnole. Le roi d'Espagne n'aurait conservé directement que des appuis en Amérique du Sud, Cuba et Porto Rico, et il serait devenu empereur et suzerain de 3 rois choisis parmi les infants d'Espagne et lui payant tribut, celui de la Nouvelle-Espagne, qui lui enverrait des barres d'argent, celui de terre ferme, Colombie et Venezuela, qui s'acquitterait en épices et en tabac, et celui du Pérou, qui expédiait des lingots d'or. Charles III est trop prudent pour accepter ce projet, mais on a parfois considéré qu'il était prémonitoire et aurait peut-être évité au pays de l'Amérique espagnole les sanglants chapitres de la conquête de leur indépendance. Donc, là, nous allons voir avec vous, ok? Nous allons voir avec vous pour terminer ce chapitre, parce qu'on va arriver maintenant, on va entrer au plein cœur des sujets, parce que c'est là qu'on va, et on va pas entrer dans le déclin de tout, on va rester en Amérique pour passer à la France, parce que c'est à partir de là qu'on va entrer dans les vifs du sujet avec vous, parce qu'on veut arriver à qui? À qui est qui? C'était ça le point de départ. Ce peuple qu'on nous dit le peuple de Dieu, on va voir. On va voir en Haïti si ce peuple était véritablement le peuple de Dieu, qui a génocidé des millions de personnes. Donc, relation avec les Amérindiens. Le coût humain de cette expansion est très lourd. La population amérindienne est disséminée. Vous savez qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on vous dit un peuple est disséminé? Passant, bon, ça c'est selon le statistique, d'environ 80 millions, on va juste considérer ça, d'habitants au début du XVIe siècle à environ 12 millions. Bon, admettons ce chiffre. Admettons ce chiffre. De 1492 à 1503, on est passé de 80 millions à 12 millions. Et tout ceci, je peux vous le dire, c'est pour Haïti seulement. Et même pour Haïti, c'est insignifiant. Parce que je dis pour Haïti, c'est parce que
et je parle de toute l'île et même des îles adjacentes. Parce qu'il ne faut pas voir l'île d'Haïti seulement, parce que nous avons plein d'autres îlets qui nous entourent et toutes ces îles étaient habitées. Ok? Donc, c'était dû à quoi? Aux travaux forcés, à la destruction et à la déstructuration des sociétés indigènes et surtout les maladies, les génocides, les viols amenés par les Européens qui sont responsables de ce désastre. Et puis de nos jours, vous pensez que oui, nous allons accepter un mea culpa, nous allons pardonner, mais souhaitez rien de vous pardonner. Mais la question qu'on se pose, au vu de notre traitement actuellement dans l'humanité, comment pensez-vous que vous allez nous demander de pardonner, d'oublier, de faire ci, de passer très et puis c'est fini, alors que nous sommes encore le peuple marginalisé, au point que Donald Trump nous a traités de tout latrine, au point que nos frères sont vendus au Libye à 200 €, au point que dans les rues de France, au point que dans les rues des États-Unis, même au Canada, nos frères se font déchirer par des chiens, nos frères se font plaquer des balles à la tête, même pas comme des animaux. Alors c'est ça que vous nous demandez de sursoir, de tout oublier, Alors ce que moi je vous ai dit, dans les années antérieures, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec un Allemand en Haïti. C'est ce qu'on appelle l'affaire Bach et Ludes. Et un jugement a été rendu et on a emprisonné cet Allemand. L'AMA est débarqué avec son national militaire et nous a humiliés. Nous a fait payer 20 000 $ à l'époque et nous a fait tirer 21 coups de canon pour nous humilier. Pour un seul Allemand, qui a causé infraction à la nation haïtienne. Nous avons été humiliés. Aujourd'hui, vous nous demandez de vous pardonner pour le génocide de nos milliards d'ancêtres. Et jusqu'à date, pour encore le génocide qui continue. Ça ne peut pas être fait ainsi. Détrompez-vous. Détrompez-vous. On essaie de nous mettre sur le dos toutes sortes de quoi. Nous avons fait ci, nous avons fait. Mais le seul péché aujourd'hui, prenons le temps où nous les Haïtiens, nous sommes partout humiliés. Même nos petits frères dans les Antilles. Même nous sommes le gardien de l'humanité. Nous sommes le peuple de la liberté. On a aidé tout le monde. Aujourd'hui, même nos petits frères aux Antilles nous humilient. Aux Bahamas, regardez comment nous sommes en train de connaître la galère. Aux États-Unis, regardez comment nous sommes en train de connaître la galère. Et ils nous mettent sur la pendule une question de TPS. Au Canada, on a été humiliés en nous repoussant, en nous ouvrant la frontière et après nous repoussant. Partout, on nous humilie. Alors c'est ça que vous demandez qu'on reste les bras croisés. Pendant que la France nous piétine, Canada nous pille, États-Unis nous humilie. Vous nous demandez non, c'est fini. C'est du passé. Du passé. Donc, aujourd'hui, Haïti qui devrait être la nation chérie de l'humanité, que tout le monde devrait avoir un mot de reconnaissance, que ce soit dans vos actions, dans vos comportements envers les Haïtiens,
Alors les Haïtiens sont les plus humiliés de la planète. Donc vous pensez que ça va être ainsi. Non, ça ne peut pas continuer ici. Parce que nous avons péché. Oh, c'est nous avons de l'ego, nous avons ci, nous avons ça. Quel ego? La liberté? Quel ego? Désirant la vie pour tous? Quel ego? Désirant l'équilibre? C'est ça l'ego, c'est ça le péché? Non. Ils nous ont mis dans des états de vulnérabilité. Ils nous ont lavé le cerveau. Ils nous ont évangélisé jusqu'à la moelle des os, nous faisant croire que c'est à cause d'un péché. Et lorsqu'on réalise lequel péché, c'est avoir dit non à la barbarie qui est le péché. C'est avoir dit non au génocide qui est le péché. C'est pour avoir dit non à la mort, oui à la vie, non à l'esclavage, oui à la liberté. Voilà le péché. Et c'est dans ce contexte, Eduardo Galeano, l'écrivain uruguayen va dire, Haïti, ce pays qui paie, qui expie encore son péché de dignité. Oui, nous sommes fiers de payer ce péché. Si c'est pour la liberté, nous sommes fiers et courageux de payer ce péché, le prix de ce péché. Si c'est pour la dignité, la fierté, nous sommes fiers et courageux de payer le prix de ce péché. Mais je vous le dis, en créole, on dit battre chien, temps de mettre les. Un temps pour le chasseur, un temps pour le gibier. Nous avons fait 1803, nous allons refaire le nouveau 1803, qui n'est autre que la phase 2 de la révolution noire et rouge, qui n'est autre que la phase finale. C'est sur ces mots que je vous laisse. Je vous le dis, peuple de partout, réveillez-vous, ne vous laissez pas berner. Aujourd'hui, Haïti devrait être la nation la plus chérie de l'humanité, parce que c'est la nation qui vous a appris que la liberté est faite pour l'homme. La liberté est faite pour tout ce qui a vie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'être humiliés pour avoir dit non à la barbarie, pour avoir dit non à l'esclavage. Prenez note. Et vous qui restez indifférents par rapport à la situation d'Haïti, alors que Haïti vous a libéré, Haïti vous a aidé, vous qui êtes en Afrique, là, nos frères africains, rien n'est fait pour vous coaliser, pour venir au secours d'Haïti. Nous n'avons pas, je sais que, en tant qu'Africains, oui, nous avons besoin de votre secours, parce que nous sommes le même peuple. Mais nous n'avons pas besoin de secours des autres. Parce que c'est les autres qui nous exterminent. Mais vous, là, les Africains, c'est le moment plus que jamais de penser à vos filles, à vos fils, qui se battent du matin au soir pour la cause unique qui n'est autre que la liberté. La liberté pour nous les Haïtiens, mais la liberté pour vous les Africains et même pour vous, l'humanité tout entière. Je vous salue, c'était votre frère Pierre-Marie Montgérard dans Vérité Révélée, l'ancien Wakachopa, qui vous dit restez branchés pour le tout nouveau numéro. On vous revient dans le même contexte, dans la même lancée, pour entrer dans les profondeurs de nos histoires, parce qu'on a tous été bernés, on a tous été manipulés, juste dans le but pour être dominés. À bientôt. Au nom de Dessalines, je vous dis Mbote Lizaï.